Voilà, dernier volet de ce reportage consacré au Vauxhall de Bruxelles. J'ai rendez-vous avec David Van den Broek, architecte et responsable du chantier de restauration et de rénovation de ce lieu emblématique de la vie culturelle et festive de Bruxelles depuis le XVIIIe siècle. Lorsqu'on a commencé l'étude du projet en 1996, il ne restait que deux parties certifiées d'origine, une travée et l'angle entre le fer à cheval du Vauxhall et la galerie latérale. Le reste, l'angle où se trouvait la salle de répétition, était entièrement maçonné. Là, au début du chantier, on a découvert que la structure se trouvait encore dans le mur. Et pour le reste, ça avait été fermé, comblé, en réutilisant partiellement du treillage. Donc il a fallu faire un tri. Faire un tri entre, d'une part, les pièces d'origine encore en bon état et pouvant être restaurées. C'était essentiellement des pièces sculptées qui étaient en bois d'aune et qui avaient vraiment bien traversé les âges pour qu'on puisse encore les récupérer. Tout ce qui était lati, malheureusement, était tordu, complètement asséché et donc n'était quasiment pas récupérable. Donc c'était une deuxième catégorie de travaux, c'est-à-dire des pièces que l'on refaisait à l'identique sur base d'éléments existants. Et puis une troisième catégorie de travaux, ce sont les éléments qui avaient totalement disparu et dont on ne disposait pour les reconstituer que de photos d'époque ou éventuellement de dessins, de plans de François Malfait de 1913. Mais on a bien vu que ces plans ont été réinterprétés parce que les photos étaient légèrement différentes par rapport à ces éléments. Donc, durant le chantier, il a vraiment d'abord fallu bien identifier quelles étaient les pièces restaurables, avec quelles techniques on pouvait les restaurer. Pour ce qui était des pièces à refaire à l'identique, on a réutilisé les mêmes essences de bois, c'est-à-dire le bois d'aune pour les pièces sculptées, le sapin traité classe 3 pour les latis. Par contre, pour les ronds, là, on a utilisé du multiplex marin pour éviter que le bois ne se fende. Pour les pièces à recréer, donc celles qui avaient totalement disparu, on a travaillé d'abord avec les artisans en relation directe. On a fait construire des prototypes sur base de dessins réinterprétatifs que nous avions faits au bureau par ordinateur, en combinant les photos, les anciens plans et tout ce qu'on pouvait trouver comme analogie par rapport à ce qui existait comme élément du même type. Et puis la mise au point des pièces s'est faite sur place avec les prototypes. On a également, pour les balustrades, dû réinventer le détail de fixation. Ces balustrades ont disparu, probablement aussi parce qu'elles n'ont pas résisté à l'humidité et que leur principe constructif n'était pas assez solide. Et là, on a essayé d'anticiper les problèmes qui pouvaient survenir, de manière à pouvoir les renforcer, améliorer l'écoulement de l'eau, que ce soit à l'intérieur des vasques pour éviter le pourrissement ou sur les balustrades et sous les balustrades, pour que l'eau s'écoule parfaitement. Pour ce qui est de la toiture également, on est entouré d'arbres dans ce parc, donc il y a vraiment un risque que les feuilles viennent engorger les descentes d'eau pluviales. Et là aussi, on a élargi les zones d'évacuation d'eau vers les chéneaux de manière à ce que ce soit le plus fluide possible et que ça entraîne le moins de problèmes. On a également eu la même attitude par rapport aux socles en fonte qui se trouvent sur les soubassements en pierre. Ces socles enfermaient totalement l'humidité et les feuilles d'arbres qui se trouvaient à l'intérieur. Ça a fait une espèce de terreau qui a fait pourrir les bases de colonnes. Ici, on a surélevé les socles d'un demi-centimètre avec 3 petites feuilles de plomb, de manière à ce que l'eau puisse s'évacuer plus facilement et qu'il y ait une ventilation naturelle pour éviter ce pourrissement. Nous parlons ici d'une architecture de treillage, mais il ne faudrait pas croire que ce n'est que du treillage. Ça sollicite différents corps de métier. On a eu des tailleurs de pierre pour tout ce qui concerne les soubassements. On a des gens spécialisés dans les enduits à la chaux, comme celui qui se trouve derrière moi, pour tout le plafonnage des murs. On a évidemment des menuisiers et des treillageurs qui sont spécialisés dans l'art du treillage, parce que c'est quelque chose de très spécifique qui se travaille en parfaite harmonie avec la ferronnerie. Là également, pour le traitement de toutes les parties métalliques de la sous-structure et de la structure, nous avons également eu un ferronnier extrêmement compétent dans son domaine. Et puis pour la toiture, nous avons eu un charpentier et quelqu'un responsable du zinc, un zingueur, qui a extrêmement bien travaillé. C'est une toiture en zinc à tasseau avec des détails de finition qui sont aussi extrêmement poussés. Et alors, le bouquet final, ça a été la dinanderie pour réaliser l'épi qui vient couronner la rotonde.